Je m'appelle Gaël Monteverde, et à 67 ans, je n'aurais jamais cru que ma propre famille me trahirait de cette façon. Ce dimanche reste gravé dans ma mémoire, même si 3 mois se sont déjà écoulés. J'étais assis dans mon bureau, plongé dans des dossiers concernant la petite librairie que j'ai ouverte après avoir quitté l'université. Depuis la mort de ma femme, Amélia, il y a 5 ans, cette librairie est devenue mon refuge, mon souffle de vie. Une boutique modeste, certes, mais suffisante pour compléter ma pension et me permettre de garder un but chaque jour. Avant d'aller plus loin, aimez la vidéo, abonnez-vous et dites-moi d'où vous me regardez. Cela me ferait plaisir de savoir. La sonnette retentit 2 fois, le signal habituel de mon fils Dante. Je posai mes lunettes et me levai avec la lenteur inévitable de mon âge. « Papa, tu mets une éternité à ouvrir », lança-t-il en entrant, tel un coup de vent, sans attendre mes salutations. Dante, toujours aussi pressé. Grand, déjà dégarni malgré ses 42 ans, il portait un costume dont le prix dépassait sûrement mon revenu mensuel. « Excuse-moi, j'étais occupé au bureau », dis-je en lui tendant les bras. Il me rendit une accolade brève, distante. « Il faut que je te parle sérieusement. » Sa voix avait pris un ton froid, presque professionnel. Sans attendre, il se dirigea vers le salon, ouvrit sa serviette et en sortit plusieurs feuilles qu'il étala sur la table basse, juste à côté du vieux canapé qui appartenait à sa mère. « Papa, tu vis seul dans cette grande maison. Et la librairie, à ton âge, ça te fatigue plus qu'autre chose. » Il désigna la place libre près de lui. Je m'assis et baissai les yeux sur les papiers, des documents notariés. « Qu'est-ce que c'est que ça, Dante ?» Il sortit un stylo de sa poche. « Une procuration, pour que je m'occupe de tes biens. Tu n'as plus à te tracasser. » Je remis mes lunettes et parcourus les lignes avec attention. Après 30 années à enseigner la littérature, j'avais appris à déchiffrer ce que les mots veulent cacher. Ce n'était pas une simple procuration. Je céderais ma maison et ma librairie. Le visage de Dante se crispa à peine, presque imperceptible. « C'est uniquement pour ta sécurité, papa. Si un jour il t'arrive quelque chose, tout sera en ordre. »« Protégé de quoi, exactement ?» Demandai. Il soupira. « Protégé des impôts, de la paperasse. Crois-moi, c'est mieux pour tout le monde. »« Pour tout le monde ou pour toi ?» Je reposai les documents sur la table. Je ne signerai pas. Il se leva d'un bond. Toujours aussi obstiné. « Tu ne comprends pas que j'essaie de t'aider ? Si tu veux vraiment m'aider, viens me voir plus souvent. Amène-moi Itzel. Cela fait des mois que je n'ai pas vu ma petite fille. Elle est débordée avec l'école. Et moi avec le travail. » Il rangea ses papiers d'un geste sec. Réfléchis quand même. Ce n'est pas grand-chose. J'y penserai, répondis-je pour apaiser la tension. Tu ne veux pas rester déjeuner? Son expression se radoucit légèrement. Pas aujourd'hui. Mais note-le, dimanche prochain, repas de famille. C'est l'anniversaire de Gimna. On veut que tu sois là. Cela me surprit. Voilà plus d'1 an que je n'avais pas été convié à une réunion familiale, depuis que Gimna m'accueillait avec cette politesse glaciale qui masquait à peine son mépris. « Bien sûr, je viendrai », répondis-je avec un sourire sincère. « Parfait. On se retrouve à 13 heures. Et n'oublie pas d'apporter les papiers signés, papa. Ce serait un cadeau magnifique pour nous tous. » Quand il franchit la porte, je restai immobile, le regard fixé sur l'entrée. Mon instinct, ce vieux compagnon de route, me murmurait de rester sur mes gardes. Le dimanche suivant, je me rendis chez Dante et Gimna. Leur maison luxueuse, située dans un quartier huppé, m'a toujours paru disproportionnée par rapport au salaire de manager de Dante. Mais je n'avais jamais voulu fouiller dans leurs affaires. J'ai sonné, le petit cadeau pour Gimna à la main. Une édition spéciale de 100 ans de solitude que j'avais achetée à la librairie, mais que j'ai décidé de lui offrir, même si je savais qu'elle finirait probablement comme un objet de décoration sur une étagère. La porte s'est ouverte, et elle était là, Gimna Arellano, avec ses cheveux blonds parfaitement teints, son sourire calculateur et une robe qui valait sûrement plus cher que tous les meubles de mon salon. Donc Gaël, quelle surprise! Son ton faussement joyeux me fit dresser les cheveux sur la tête. Joyeux anniversaire, Gimna. Je lui tendis le paquet. Dante m'a invité. J'espère ne pas être indiscret. Pas du tout. Entrez. Tout le monde est dans le jardin. Je la suivis à travers la maison jusqu'au grand jardin à l'arrière où une table élégamment dressée. Il y avait une quinzaine de personnes, la plupart inconnues. Je supposais que c'étaient les amis de Gimna ou les collègues de Dante, et puis je la vis. Ma petite fille Itzel, assise dans un coin, les yeux rivés sur son téléphone portable. À 16 ans, elle était le portrait craché de mon Amélia. Les mêmes cheveux d'un noir de jais, les mêmes yeux expressifs. Quand elle me vit, son visage s'illumina.
Grand-père. Il bondit et courut vers moi, me serrant fort dans ses bras. Je ne savais pas que tu venais. Ton père m'a invité, ma petite. Je le serrai dans mes bras en retour, sentant mon cœur se dilater. To Emma's Telmont Monk. Tu m'as manqué aussi, dit-il en baissant la voix. Il ne me laisse plus venir te voir. Avant que je puisse lui demander pourquoi, Dante s'approcha, un verre à la main. Papa, je suis si contente que tu sois venu. As-tu apporté ce que j'ai demandé? Itzel nous regarda avec curiosité et s'éloigna lorsque son père lui fit un signe de tête. Dante, je n'ai pas signé ces papiers. Il faut qu'on en parle davantage. Son sourires efígea. Ce n'est pas le moment, papa. Il y a des invités. On en parlera après le repas. La fête se déroula avec cette froideur déguisée en cordialité qui caractérise les rassemblements où personne n'a vraiment envie d'être. Je m'assis à côté d'Itzel, qui me chuchota des choses sur son école, ses amis et son désir d'étudier la littérature comme moi. Ton grand-père était le meilleur professeur de l'université, lui dis-je fièrement. Il y a encore des étudiants qui viennent à la librairie pour me demander des conseils. J'aimerais tellement aller aider le week-end, dit-elle d'une voix nostalgique. Tandis que nous discutions, je remarquai les regards de Dante et Gimna, qui observaient notre échange avec un agacement évident. Après le dessert, Dante se leva et attira l'attention de tous en tapotant doucement son verre avec une cuillère à café. « Chers amis et familles, merci d'être parmi nous en ce jour spécial, » dit-il à Gimna en souriant. Mais outre l'anniversaire de ma magnifique épouse, nous avons une autre raison de trinquer. Il me regarda droit dans les yeux. Un frisson me parcourut les dos. Mon père a enfin décidé de prendre sa retraite et nous confiera l'administration de sa succession. Il va enfin pouvoir se reposer comme il le mérite. Les invités applaudirent tandis que je restais pétrifié. Que faisais tu, Dante? Je n'ai pas commencé à parler, mais il m'interrompit en s'approchant avec les mêmes documents qu'il avait apportés chez moi. On peut signer ici, papa. Tout le monde sera témoin de ce moment. L'attention était palpable. Tous les regards étaient braqués sur moi, même Itzel me regarda, perplexe. Je ne vais pas signer ça, mon fils. Ma voix était plus ferme que je ne l'aurais cru. Le visage de Dante se transforma. Qu'est-ce que tu racontes? Que je ne vais pas signer. C'est ma maison, ma librairie, ma vie. Je n'ai besoin de personne pour les gérer. Gimna s'approcha avec son sourire crispé. Don Gaël, ne sois pas comme ça. C'est pour ton bien. À ton âge. À mon âge, je peux encore décider de mes affaires. Gimna. Et ma réponse est non. Dante jeta les papiers sur la table. Son visage était rouge de colère. Tu as toujours été égoïste, papa. Toujours à penser à toi. Moi, égoïste. Qui s'est occupé de toi tout seul quand ta mère est morte? Qui a payé tes études en cumulant 2 emplois? Les invités commencèrent à remuer, mal à l'aise. Certains s'enfoncèrent discrètement dans la maison. Assez. Dante claqua la table. Tu gâches la fête de Gimna. Tu l'as gâchée en tentant ce guet-apens public. Je me levai. Je rentre. Je fis 2 pas et sentis la main de Dante me serrer le bras. Je me suis tourné vers lui, et c'est alors que c'est arrivé. Son poing m'a frappé au visage. Le coup m'a fait tituber et m'a fait tomber au sol. Le goût métallique du sang m'a envahi la bouche tandis que les cris d'Itzel résonnaient dans mes oreilles. Grand-père, papa, qu'avez-vous fait? Dante me regardait, le souffle court, les poings serrés. Et Mena lui tenait le bras, non pas pour l'arrêter, mais pour l'empêcher de continuer. Ça suffit, Dante, murmura-t-elle. Il y a des témoins. Itzel s'est agenouillée près de moi, pleurant et essayant de m'aider à me relever. Ma petite fille, essuyait le sang de ma lèvre avec une serviette. Ne t'inquiète pas, Itzel, lui ai-je dit doucement. Je vais bien. Je me suis relevé avec difficulté, rejetant la main que me tendait l'un des invités. J'ai regardé mon fils dans les yeux. Je n'aurais jamais cru que cela arriverait, Dante. Ta mère aurait honte. Ses yeux brillaient d'une fureur renouvelée, mais Gimna le retint fermement. Tu ferais mieux de partir, papa, dit-il d'une voix posée. Tu as causé assez de scandales. Laisse-moi t'accompagner, grand-père, supplia Itzel. Non, intervint Jimena. Reste, Itzel. Ton grand-père peut partir seul. Je me dirigeai vers la sortie avec toute la dignité dont je pouvais faire preuve, sentant tous les regards braqués sur moi. Avant de franchir la porte, je jetai un dernier regard à ma petite fille, qui pleurait en silence, et à mon fils, qui me tournait le dos. J'ignorais alors que ce ne serait que le début de mon calvaire, que le pire était encore à venir, que cette gifle n'était que le prélude à la trahison qui m'attendait. Je rentrai chez moi le cœur brisé et le visage peiné, sans imaginer que bientôt je n'aurais même plus de maison où retourner.
Les paroles d'Amélia, avant sa mort, résonnèrent dans mon esprit. Méfie-toi de ceux qui te sourient en comptant tes biens, Gaël. Le véritable amour n'a pas de calculatrice. Mon Amélia avait-elle raison? Comme c'est vrai. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'incident chez Dante. Ma lèvre était encore enflée et un bleu jaunâtre ornait ma joue droite. Je n'étais pas sorti de chez moi, pas même pour ouvrir la librairie. Je me sentais humilié, trahi par ma propre chair et mon propre sang. Le téléphone avait sonné plusieurs fois, mais je n'avais pas répondu. Je n'avais plus la force de parler à qui que ce soit. Je préparais le café quand j'ai entendu quelqu'un frapper à la porte, non pas avec la sonnette, mais avec l'articulation du doigt. Je me suis approché doucement et prudemment et j'ai regardé par le judas. C'était Itzel. Ma petite fille était là, son cartable en bandoulière, l'air inquiet. J'ai ouvert aussitôt. Itzel, que fais-tu ici? Je l'ai serrée dans mes bras, tandis qu'elle entrait précipitamment. Je suis venu te voir, grand-père. J'étais si inquiet. Ses yeux se sont remplis de larmes en voyant mon visage meurtri. Tu ne répondais pas au téléphone, et je n'aurais pas dû venir seul. Tes parents ne savent pas que je suis là. Elle laissa tomber son sac à dos par terre. Je suis censé être chez une amie en train d'étudier, mais j'avais besoin de te voir, de savoir si tu allais bien. Je l'ai conduite à la cuisine où je lui ai offert un verre de jus. Elle s'est assise sur la même chaise où elle s'asseyait quand elle était petite et je lui ai lu des histoires pendant qu'Amélia cuisinait. « Ce que papa a fait est horrible, » dit-elle soudain. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Je saupirai profondement. Les gens changent, Itzel. Parfois, l'argent, l'ambition, ce n'est pas que ça. Elle haussa la voix, comme si elle avait peur d'être entendue, même seule. Maman et papa ont des problèmes. De gros problèmes. Quel genre de problèmes? Financiers, je crois. J'ai entendu maman parler au téléphone. Quelque chose à propos de prêts immobiliers, de prêts impayés. Elle a mentionné que s'il n'obtenait pas d'argent rapidement, il risquait de tout perdre. Un frisson me parcourut les dos. Je comprenais maintenant l'intérêt soudain pour mes propriétés. C'est pourquoi il voulait que je signe ces papiers pour régler leurs dettes avec mes biens. Itzel hocha lentement la tête. Je crois que oui. Maman a vendu ses bijoux. Ils n'ont plus la femme de ménage. Et j'ai entendu dire que la carte de crédit avait été refusée lorsqu'ils ont essayé de payer les frais de scolarité du semestre suivant. Je me suis frotté l'arête du nez, essayant de traiter toute cette information. Mon fils, qui avait toujours été ambitieux, mais jamais malhonnête, était maintenant prêt à me dépouiller de tout pour sauver son train de vie. Grand-père, j'ai peur. La voix d'Itzel m'a ramené au présent. Maman dit des choses horribles sur toi quand elle pense que je ne l'écoute pas. Elle dit que tu es un vieil homme têtu et égoïste, que tu pourrais les aider, mais que tu préfères les voir sombrer. Jimna ne m'a jamais aimé, ma petite. Depuis qu'elle a épousé ton père, elle essaie de l'éloigner de moi, mais c'est différent maintenant. Ils sont désespérés. Itzel m'a pris la main. J'ai peur de ce qu'il pourrait faire. Je lui ai serré la main pour la rassurer. Ne t'inquiète pas. Personne ne me forcera à faire ce que je ne veux pas. C'est dans cette maison que ta grand-mère et moi avons élevé ton père, où nous gardons nos souvenirs. Je ne la vendrai pas pour payer les dettes qu'ils ont contractées en vivant au-dessus de leurs moyens. La sonnette retentit, nous faisant sursauter tous les deux. Cette fois, c'était la sonnette, et non le léger coup d'Itzel. Et elle retentit avec insistance. « Tu attends quelqu'un » demanda ma petite fille, soudain nerveuse. « Non, me levai-je. Reste ici. » Je m'approchai de la porte et regardai par le judas. C'était Dante, accompagné de Jimna et d'un homme que je ne reconnaissais pas. Il portait un costume et tenait une mallette. « Papa, je sais que tu es là. Ouvre la porte. » La voix de Dante était autoritaire. Je pris une grande inspiration et l'ouvris. « Que veux-tu, Dante » Son regard se durcit vers le verrou blessé. Il ne manifesta aucun remords, seulement de l'inconfort. Nous sommes venus parler. Voici Monsieur Moral. L'homme à la mallette me tendit la main. Je n'ai pas accepté. Monsieur Monteverde, je suis le représentant légal de votre fils. Nous sommes venus discuter d'une affaire importante. Je n'ai rien à vous dire. J'ai essayé de fermer la porte, mais Dante l'a bloqué du pied. Il s'agit de votre santé, papa. Nous sommes inquiets. Son ton faussement conciliant m'a retourné l'estomac. Ma santé. Depuis quand vous inquiétez-vous pour moi? Après m'avoir frappé devant tous vos amis. Commença Dante, mais Jimna l'interrompit. Don Gaël, nous comprenons que vous soyez contrarié, mais votre comportement de l'autre jour ne fait que confirmer notre inquiétude. Vous ne vous sentez pas bien, vous avez besoin d'aide. La seule aide dont j'ai besoin, c'est qu'on me laisse tranquille. Papa. La voix de Dante s'adoucit. J'ai consulté un spécialiste.
Votre comportement erratique, vos oublis, votre agressivité sont des signes de démence sénile. J'étais sans voix. Demence senile. Moi, de quoi parlez-vous? Je n'ai aucun problème mental. Ça fait partie de la maladie, monsieur, intervint le prétendu avocat, le déni, l'irritabilité. Votre fils ne veut que le meilleur pour vous, le meilleur pour moi, ou pour lui et ses dettes. Je l'ai fixé du regard. Itzel m'a tout dit. Tous trois échangèrent des regards surpris. Itzel, qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? Demanda Gimna d'une voix tendue. Avant qu'elle puisse répondre, Itzel apparut derrière moi. Je suis là, maman. Je suis venu voir grand-père après ce que vous lui avez fait. Le visage de Gimna se tordit de rage. Comment oses-tu venir ici sans notre permission? Nous t'avons formellement interdit de voir ton grand-père. Pourquoi? Lança Itzel. Parce que ça ruine leur plan. Parce que je leur dis la vérité sur ce que j'entends à la maison. Dante attrapa Itzel par le bras. On part tout de suite. Tu espugne. Laisse-la partir. Je me suis interposé. Ne porte pas la main sur elle. C'est ma fille, et c'est moi qui décide de ce que tu veux en faire. Dante serra les dents. Parce que je suis ton père, mais ça ne te donne pas le droit de décider de moi ou de mes biens. L'avocat s'éclaircit la gorge, mal à l'aise face à la situation. Monsieur Monteverde, j'ai ici une ordonnance du juge pour une évaluation psychiatrique obligatoire. Votre fils a présenté des preuves de sa détérioration mentale, et le juge a jugé cette intervention nécessaire. Il me tendit un document, que je pris d'une main tremblante. Effectivement, c'était une ordonnance du tribunal m'obligeant à subir une évaluation par un psychiatre commis d'office. C'est de la maltraitance, murmurai-je. Un coup monté. C'est pour votre bien, papa. Dante avait lâché Itzel et essayait maintenant de paraître raisonnable. Si tu vas vraiment aussi bien que tu le dis, l'évaluation le confirmera et il n'y aura pas de problème, mais si tu as besoin d'aide, tu l'auras. J'ai regardé mon fils, cet étranger qu'il était devenu. Et en attendant, qu'adviendra-t-il de la librairie et de ma maison? Je m'occuperai de tout temporairement jusqu'à ce que tes capacités mentales soient évaluées. Il a souri légèrement. C'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. J'étais coincé. Si je refusais l'évaluation, cela ne ferait que renforcer son argument selon lequel je n'étais pas sain d'esprit. D'accord. J'ai finalement dit que je me soumettrais à cette évaluation, mais que je voulais la présence de mon propre médecin. Le juge a déjà désigné le spécialiste, Monsieur Monteverde. L'avocat est intervenu. Impossible de changer cela. Et quand aura lieu cette évaluation? Demain à 10 heures. Dante a regardé sa montre comme s'il était pressé de partir. On viendra te chercher. Je peux y aller seul. Je sais encore prendre un taxi. Nous insistons pour t'accompagner, don Gaël, dit Gimna avec sa fausse gentillesse. C'est le moins que l'on puisse faire. Itzel me lança un regard suppliant. Je comprenais ce qu'il pensait. C'était un piège, mais je ne voyais aucun moyen de l'éviter sans aggraver ma situation. Bon, j'ai fini par céder. Demain à 10 heures. Et toi, jeune fille, Gimna prit Itzel par le bras. Nous partons tout de suite. Nous parlerons de ta désobéissance à la maison. Je ne veux pas partir, protesta Itzel. Je veux rester avec grand-père. C'est non négociable. La voix de Dante resta sans réponse. Dis-moi au revoir. Itzel me serra fort dans ses bras. Fais attention, grand-père, me murmura-t-elle à l'oreille. Ne leur fais pas confiance, même pas aux médecins. Je la serrai contre moi, la gorge serrée. Je vais bien, ma petite. Ne vous inquiétez pas pour moi. Ils partirent tous les trois, entraînant Itzel avec eux. Debout près de la porte, je les regardais partir dans la voiture de luxe de Dante, une voiture dont je comprenais maintenant qu'ils n'avaient probablement pas les moyens. Je fermai la portière et m'y appuyai, sentant mes jambes me lâcher. J'avais besoin d'aide, mais vers qui me tourner? La plupart de mes amis étaient décédés ou avaient mon âge. Ma sœur vivait en Espagne depuis des décennies, et nous gardions à peine contact. Puis je me suis souvenu de Tadeo Quiroz, mon ami d'enfance, un camarade de fac, devenu avocat réputé en droit de la famille. Nous ne nous étions pas parlé depuis des mois, mais si quelqu'un pouvait m'aider, c'était bien lui. Je cherchai son numéro et composai le numéro, les doigts tremblants. Après 3 sonneries, sa voix familière me salua. « Bonjour, Tadeo. Ici Gaël. » Gaël Monteverde. Gaël, quelle surprise. Comment vas-tu, mon vieil ami? Non, très bien, Tadeo. J'ai besoin de ton aide. C'est urgent. Il y eut un bref silence. Bien sûr que tu en as besoin. Que se passe-t-il? Je préfère ne pas parler au téléphone. Pourrais-tu venir chez moi aujourd'hui,
si possible. Je suis en plein milieu d'une affaire, mais je peux passer à 18 heures. C'est très grave, plus grave que tu ne l'imagines. Je crois que mon fils essaie de me déclarer inapte pour pouvoir saisir mes biens. Encore un long silence. Cette fois, je serai là à 18 heures précises. N'ouvre la porte à personne d'ici là. Merci, Tadeo. J'ai raccroché et regardé l'heure. Il était 14 heures. J'avais 4 heures pour me préparer, réfléchir, rassembler toutes les informations utiles. Je suis allé dans mon bureau et j'ai commencé à chercher des documents, des actes de propriété, des papiers de la librairie, des relevés bancaires, des reçus médicaux qui prouveraient ma bonne santé. Pendant que je rangeais tout, je ne pouvais m'empêcher de penser à Itzel. Ma pauvre petite fille, prise au milieu de cette situation, craignait ce que Dante et Gimna pourraient lui faire. Elle m'a prévenu de leurs problèmes financiers. À 18 heures, la sonnette a retenti. Cette fois, c'était Tadeo, ponctuel comme toujours. Lorsqu'il a ouvert la porte, son expression a changé en voyant mon visage meurtri. « Bon sang, Gaël, que t'est-il arrivé ? Mon fils m'a frappé il y a 3 jours pendant la fête d'anniversaire de sa femme, devant tous leurs invités. » Tadeo est entré et a refermé la porte derrière lui. Son visage reflétait l'indignation et l'inquiétude. « Raconte-moi tout depuis le début. » Pendant l'heure qui a suivi, j'ai raconté tout ce qui s'était passé. La première visite de Dante avec les documents, la fête, le passage à tabac, et enfin la visite d'aujourd'hui avec l'avocat et l'ordonnance du tribunal. Tadeo a pris des notes et a examiné les documents que je lui ai montrés, en particulier l'ordonnance d'évaluation psychiatrique. Je n'aime pas du tout ça, Gaël. Ils ont agi très vite, trop vite pour être légitimes. Dis-moi, que puis-je faire pour l'instant ? Me soumettre à l'évaluation. Si tu refuses, tu ne feras que renforcer leur dossier, mais tu n'iras pas seul. Tadeo me regarda intensement. Je t'accompagnerai en tant que représentant légal. Ils ne peuvent pas m'en empêcher. Et si le médecin était acheté ? Itzel m'a prévenu. Il ne fallait pas lui faire confiance. Ta petite fille est intelligente. Tadeo sourit légèrement. Ils ont peut-être trouvé un médecin complaisant, mais je connais plusieurs psychiatres qui pourraient donner un deuxième avis indépendant. Le problème, c'est qu'il nous faut du temps. Le temps, c'est ce que je n'ai pas. L'évaluation est demain, et je serai là à 9h30 pour t'accompagner. Tadeo rangea ses notes. Ne signe rien. Quoi qu'on te dise, pas un seul papier sans que je le relise au préalable. J'ai hoché la tête, sentant pour la première fois depuis des jours que je n'étais pas complètement seul dans ce combat. Merci, Tadeo. Je ne sais pas comment te remercier pour ça. Nous sommes amis depuis 50 ans, Gaël. Il n'y a rien à payer. Il se leva pour partir. Garde ton téléphone à portée de main, et s'il arrive quoi que ce soit avant demain, appelle-moi immédiatement. Peu importe l'heure. Après le départ de Tadeo, je me suis senti un peu mieux. Au moins, j'avais maintenant un allié, quelqu'un qui pouvait m'aider. Combattre cette injustice. Cette nuit-là, alors que j'essayais de m'endormir, le téléphone a sonné. Il était presque minuit. J'ai répondu, le cœur battant la chamade. « Bonjour, grand-père. C'est moi. » La voix d'Itzel semblait effrayée. Elle murmurait. « Itzel, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu vas bien ?» J'entendais maman et papa parler. « Ils ne t'emmèneront pas pour une évaluation demain. » « Comment ça ? Ils t'emmèneront directement dans une maison de retraite, grand-père. Ils ont déjà tout arrangé avec le directeur de cet établissement. Ils vont t'interner de force. » J'ai senti l'air me quitter les poumons. « Es-tu sûr de ce que tu as entendu ? » Complètement. Maman m'a dit que c'était le seul moyen de m'assurer qu'il leur confierait rapidement le contrôle de tes biens, qu'une fois à l'intérieur, il serait facile de faire venir un médecin pour certifier ton incapacité. Mon Dieu, il faut que tu ailles, grand-père, te cacher quelque part. Ne les laisse pas t'emmener. Je ne peux pas m'enfuir, Itzel. Ça ne ferait qu'empirer les choses. Ça me ferait passer pour une folle. Mais grand-père, ne t'inquiète pas, j'ai déjà parlé à un avocat, un vieil homme. Omi. Il sera avec moi demain. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Ce ne sera pas suffisant. J'entendis papa dire que si nécessaire, ils utiliseraient la force. Un frisson me parcourut les dos. La force. Il mentionna quelque chose à propos d'infirmières prêtes à toute résistance. À ce moment-là, j'entendis un bruit à l'autre bout du fil, comme une porte qui s'ouvre. G2 raccrocher, murmura Itzel précipitamente. Je t'aime, grand-père. Prends soin de toi. L'appel fut coupé, me laissant dans un silence terrifiant. Je fixais le téléphone dans ma main, avec l'impression que le monde s'écroulait autour de moi. J'appelai immédiatement Tadeo, qui répondit d'une voix ensommeillée.
Gaël, qu'est-ce qui ne va pas? Je lui racontai rapidement ce qu'Itzel m'avait dit. Sa voix changea, devenant alerte et professionnelle. Zut, c'est complètement illégal. Gaël, écoute-moi bien. J'y vais tout de suite. N'ouvre la porte à personne et prépare un petit sac avec l'essentiel. S'ils tentent une telle chose, il faudra être prêt. Que faire? S'ils ont une ordonnance du tribunal, il s'agit d'une évaluation, pas d'un internement d'office. Cela nécessiterait une procédure judiciaire différente. Ils essaient de contourner tous les protocoles. J'ai entendu des bruits à l'autre bout du fil, comme si Tadeo s'habillait à la hâte. Je serai là dans 30 minutes. Tiens bon. En attendant Tadeo, j'ai préparé un petit sac avec des vêtements, des médicaments et les documents les plus importants. J'ai aussi pris la photo d'Amélia que je gardais toujours sur ma table de nuit. S'il devait m'expulser de chez moi par la force, j'emporterais au moins les choses les plus précieuses. La sonnette a retenti exactement 28 minutes plus tard. C'était Tadeo, les cheveux en bataille et une expression de détermination sur le visage. J'ai appelé un ami juge. Dès son arrivée, il m'a dit qu'il était en train de préparer une ordonnance de protection d'urgence, mais qu'elle ne serait pas prête avant demain matin. Il pourrait être trop tard à ce moment-là. Je le sais. C'est pourquoi j'ai pensé à une autre solution. Tadeo me regardi attentivement. Il faut tout documenter. S'ils essaient de t'emmener de force, il nous faut des preuves. Il a sorti une petite caméra de sa mallette. On la mettra ici pour enregistrer les faits. Et ça, c'est un dictaphone. Il m'a tendu un appareil de la taille d'un briquet. Garde-le toujours dans ta poche. Nous avons continué à nous préparer pour l'heure suivante, en élaborant un plan pour tous les scénarios possibles. Tadeo a insisté pour passer la nuit sur le canapé afin d'être présent à l'arrivée de Dante et Gimna. Cependant, aucun de nous n'imaginait qu'il n'attendrait pas le matin. À 3h42, un coup violent à la porte nous a réveillés tous les deux. Tadeo, qui s'était endormi sur le canapé, s'est levé d'un bond. Je suis sorti de ma chambre, terrifié, mais déterminé à affronter la situation. Police, ouvrez la porte. Tadeo et moi nous sommes regardés. Nous ne nous attendions pas à ça. Attendez une minute, a crié Tadeo, me faisant signe d'activer la caméra et l'enregistreur. En ouvrant la porte, nous nous sommes retrouvés face à deux policiers, Dante, Gimna, et deux hommes costauds en uniforme blanc. Des infirmières, comme Itzel l'avait dit. Qu'est-ce que cela signifie? A demandé Tadeo. Savez-vous l'heure qu'il est? L'un des policiers s'est avancé. Nous avons un mandat pour transférer M. Gaël Monteverde dans un établissement médical pour évaluation et soins. C'est faux, a ajouté Tadeo. Le mandat que vous avez est pour une évaluation prévue à 10 heures, pas pour un transfert forcé en pleine nuit. Les circonstances ont changé, a dit Dante en s'avançant. Nous avons reçu un appel du voisin signalant que mon père était en proie à une crise de violence, cassant des objets et criant. C'est un mensonge, m'exclamai-je avec indignation. J'ai dormi jusqu'à votre arrivée. Messieurs, Tadeo s'adressa aux policiers. Je suis Tadeo Quiroz, l'avocat de M. Monteverde. Cet acte est totalement illégal. Il n'y a aucune preuve d'épisode violent. Comme vous pouvez le constater, la maison est en parfait état et mon client dormait paisiblement. Les policiers semblèrent hésiter, regardant alternativement Dante et Tadeo. Nous avons le mandat signé par le juge Suarez, insista l'un d'eux. Puis-je le voir? Demanda Tadeo. L'agent lui tendit un document que Tadeo examina attentivement à la lumière du couloir. Ce mandat est un faux, finit-il par déclarer. Je connais la signature du juge Suarez et ce n'est pas la sienne. De plus, le sceau du tribunal est flou, probablement une photocopie d'un autre document. C'est ridicule, s'exclama Gimna. Cet homme fait obstruction à une procédure judiciaire. Arrêtez-le, madame. On ne peut pas arrêter quelqu'un pour avoir mis en doute la validité d'un document, répondit l'agent, de plus en plus mal à l'aise face à la situation. Agent, dit calmement Tadeo, je vous suggère de vérifier l'authenticité de ce mandat en appelant directement le tribunal. Je comprends qu'à cette heure-ci, c'est impossible. Il serait donc préférable de reporter toute action jusqu'à demain matin, afin que la confirmation puisse être faite. Le jeune agent hocha la tête. Vous avez raison. On ne peut pas procéder s'il y a le moindre doute sur la validité du mandat. Dante fit un pas furieux en avant. Mon père a besoin d'aide immédiatement. Il est dangereux pour lui-même. Monsieur Monteverde. L'agent se tourna vers moi. Vous sentez-vous en danger ou avez-vous des pensées suicidaires? Pas du tout, agent. Le seul danger que je ressens vient de mon fils, qui m'a frappé il y a 3 jours. Comme vous pouvez le constater à mes bleus au visage. Les agents échangèrent un regard. Regardez,
Tadeo sortit sa carte professionnelle. Je suis avocat et j'ai plus de 40 ans d'expérience. Je vous assure que cette situation fera l'objet d'une enquête approfondie. Si vous procédez à ce transfert forcé sur la base d'un mandat potentiellement falsifié, vous commettrez une grave erreur qui pourrait vous coûter vos badges. Cela sembla finalement convaincre les policiers. Je suis désolé, monsieur. Le policier le plus âgé se tourna vers Dante. Nous ne pouvons pas continuer tant que nous n'avons pas vérifié l'authenticité du mandat. Vous devrez attendre demain et suivre la procédure. C'est du jamais vu. Dante frappa le mur du poing. C'est mon père. J'ai le droit de décider de ce qui est le mieux pour lui. Non, tu ne l'as pas, répondis-je fermement. Je suis adulte et sain d'esprit, et tu le sais parfaitement. Ce n'est pas pour mon bien-être. C'est pour mon argent, pour ma maison, pour ma librairie. Les aides-soignants, restés silencieux, échangèrent des regards gênés. On nous a dit qu'il s'agissait d'un cas de démence avancée, murmura l'un d'eux. Cet homme semble parfaitement lucide. Bien sûr que je le suis, répondis-je. Tout cela n'est qu'une imposture orchestrée par mon fils et sa femme pour s'emparer de mes biens et rembourser leurs dettes. Dante me fusilla du regard, la haine pure dans les yeux. Ce n'est pas fini, papa. Je vais obtenir ce mandat et vous faire sortir d'ici, que cela vous plaise ou non. Ça suffit, intervint l'officier. Tout le monde, sortez d'ici, monsieur Monteverde. Fermez votre porte à clé. Si quelqu'un tente d'entrer sans autorisation, appelez immédiatement le 911. Dante, Gimna et les infirmiers sont partis, non sans nous avoir lancé des regards furieux. Les policiers sont restés un instant de plus. Monsieur, le plus jeune s'est tourné vers moi. Je vous recommande de consulter un avocat demain pour vous protéger de ces situations. Vous l'avez déjà, a répondu Tadeo en posant une main sur mon épaule. Je veillerai personnellement à ce qu'une telle chose ne se reproduise plus jamais. Une fois tout le monde parti et la porte fermée, je me suis effondrée sur le canapé, tremblante. Je n'arrive pas à croire qu'on en soit arrivé là, ai-je murmuré. Mon propre fils, Tadeo, s'est assis à côté de moi. Gaël, c'est plus grave que nous le pensions. Ils sont désespérés, et les gens désespérés sont dangereux. Nous ne pouvons pas rester ici à attendre leur prochain coup. Que proposez-vous? À l'aube, nous irons directement au tribunal avec les enregistrements de ce soir. Nous demanderons une ordonnance de protection d'urgence, et en attendant, vous devriez envisager de séjourner ailleurs, où ils ne pourront pas vous trouver facilement. M'enfuir de chez moi, me cacher comme ça. Un criminel. Pas comme un criminel, Gaël, mais comme quelqu'un qui a besoin de se protéger. Tadeo me fixa du regard. Dante reviendra, et la prochaine fois, il ne faillira peut-être pas. J'ai regardé autour de moi, vers la maison où j'avais vécu presque toute ma vie d'adulte, où j'avais élevé mon fils, où j'avais aimé ma femme jusqu'à son dernier jour. L'idée de l'abandonner me brisait le cœur. Mais Tadeo avait raison, je n'étais pas en sécurité ici. D'accord, ai-je finalement dit. Mais d'abord, je dois être sûr qu'Itzel ira bien. Je m'inquiète de ce qu'il pourrait lui faire pour m'avoir prévenu. On s'en occupera aussi. Tadeo regarda sa montre. Il est presque 5 heures du matin. Essaie de te reposer. Je resterai sur mes gardes. Nous partirons à 8 heures. Je suis rentré dans ma chambre, sachant que je ne pourrais pas dormir. Mon monde s'était effondré en quelques jours, et le pire était encore à venir. Mon propre fils, ma chair et mon sang, prêt à m'enfermer dans un asile pour m'emparer de tout ce que j'avais tant bâti pendant des décennies. Et au milieu de toute cette obscurité, je ne pensais qu'à Itzel, ma petite fille, piégée entre les griffes de parents capables d'une telle trahison. Ce que j'ignorais alors, c'est que la véritable horreur ne faisait que commencer, que malgré toutes nos précautions, Dante trouverait le moyen de mettre sa menace à exécution, et que je serais bientôt privé non seulement de ma liberté, mais aussi de ma dignité. Mais j'ignorais aussi que dans mes moments les plus sombres, je trouverais la force de me battre et de reprendre tout ce qu'ils essayaient de me prendre. Car, comme le disait Amélia, le loup le plus dangereux n'est pas le plus fort, mais celui qui est acculé sans issue. Et moi, sans l'ombre d'un doute, j'étais coincé. À 7h15 du matin, la police est arrivée chez moi avec un mandat d'amener à Valsereno, un établissement psychiatrique. Dante et Gimna les ont accompagnés, ainsi que le directeur du centre, le docteur Navarro. Nous avons un mandat pour le transfert immédiat de monsieur Gaël Monteverde, a annoncé un policier. Malgré les protestations de Tadeo, le mandat était valide. J'ai pris une petite valise, y ai ajouté la photo d'Amélia, et j'ai été emmené en ambulance à Valsereno, un complexe élégant, mais avec de hauts portails et des gardes à l'entrée. J'ai été traité comme un criminel. Photo, empreinte digitale et bracelet d'identification. On m'a attribué une chambre petite mais propre. Cet après-midi-là, une femme âgée a frappé à ma porte. Je suis Carmen Fuentes,
votre voisine. De la famille, ont demandé mon fils et sa femme. Ils veulent ma propriété. C'est l'histoire la plus courante ici. Le directeur Navarro a hoché la tête. Il a un arrangement avec des proches. Il paie, et il s'assure qu'on ne parte jamais. C'est illégal. Tout est documenté pour paraître légitime, et si on se plaint, ils augmentent les doses jusqu'à ce qu'on soit comme un zombie. Dans la salle à manger, j'ai rencontré M. Valdès, un ancien assistant lui aussi hospitalisé pour sa fille, et Mme Montero, une enseignante tellement sous médicaments qu'elle était à peine réceptive. Ce qu'ils font ici frise le criminel, m'a averti Valdès. Un jeune assistant nommé Miguel m'a secrètement donné un téléphone portable. Ma grand-mère était dans un endroit comme celui-là. Ils l'ont gardé sous drogue pendant que sa maison et ses économies disparaissaient. J'ai appelé Tadeo, qui a été direct. Il nous faut des preuves, Gaël. Sans preuves, votre parole est contre les professionnels de la santé. Le lendemain, Carmen m'a donné une clé USB. Elle contient des copies de dossiers internes, de faux diagnostics, des dossiers falsifiés et des paiements de proches, dont votre fils. Je l'ai caché dans le cadre de la photo d'Amélia. Cette nuit-là, Navarro a ordonné qu'on me donne un médicament liquide, impossible à recracher. Heureusement, Miguel m'a fourni un émétique qui m'a permis de l'éliminer. Tadeo viendrait demain. Mon plan était de lui donner la clé USB. C'était mon seul espoir de m'échapper et de reprendre ma vie en main. Un moyen de signaler cela. Une inspection surprise. Une autorité supérieure. Il y en a une, a convenu Valdez. Mais il faut des preuves solides. Et c'est ce que nous ne pouvons pas obtenir ici. Nos communications sont surveillées, nos plaintes sont classées comme des délires paranoïaques, et nos rares alliés extérieurs sont systématiquement mis à l'écart. Pendant que nous discutions, j'ai remarqué une infirmière s'approcher avec un chariot de médicaments. Elle allait de table en table, distribuant des comprimés aux différents résidents. « Voici votre première dose », murmura Carmen. « Rappelez-vous ce que je vous ai dit. » L'infirmière arriva à notre table avec un sourire professionnel. « Monsieur Monteverde, vos médicaments pour ce soir. » Elle me tendit un petit gobelet en plastique contenant un comprimé blanc et un autre contenant de l'eau. « Qu'est-ce que c'est exactement ?» demandai-je. « De l'alprazolam 0,5 mg. Pour vous aider à vous reposer. » Ce soir, j'ai pris les gobelets, consciente du regard attentif de mes voisins de table et du personnel. J'ai porté le comprimé à ma bouche, bu une gorgée d'eau et, d'un geste que j'espérais discret, j'ai gardé le comprimé sous ma langue au lieu de l'avaler. « Très bien, » sourit l'infirmière en m'observant attentivement. « Assurez-vous de finir votre dîner. Il est important de bien se nourrir. » Lorsqu'elle s'éloigna, j'attendis quelques instants avant de recracher discrètement le comprimé dans ma serviette, que je rangeai ensuite dans ma poche. « Bravo » murmura Carmen. Mais il faudra être plus prudent à l'avenir. Parfois, il vérifie sous la langue ou même vous oblige à ouvrir la bouche après avoir avalé. Quels effets aurait eu ce médicament? Somnolence, confusion, difficulté de concentration, expliqua Valdès. Et avec le temps, la dépendance fait partie de la stratégie. Les maintenir sous traitement suffisamment pour qu'ils paraissent confus lors des évaluations et des visites, renforçant ainsi le diagnostic initial. Nous avons terminé le dîner par une conversation légère, attentifs aux oreilles attentives qui nous entouraient. Ensuite, on nous a reconduits dans nos chambres. L'extinction des feux était à 22 heures, comme si nous étions des enfants en colonie de vacances. De retour dans ma chambre, je me suis redressé dans mon lit, accablé par la réalité de ma situation. J'étais passé d'un homme libre et respecté, maître de ma vie, à être traité comme un incapable, un malade, un prisonnier. Tout cela à cause de la cupidité de mon propre fils. J'ai pensé à Itzel, ma petite fille. Elle saurait où j'étais, s'inquiéterait pour moi, ou aurait été menti pour expliquer mon absence soudaine. J'ai sorti un des livres que j'avais apporté, un exemplaire usé. 100 ans de solitude, le livre préféré d'Amélia. Entre ces pages, j'avais caché un petit carnet et un crayon. Si on me prenait mon téléphone et qu'on surveillait mes communications, je pourrais au moins garder une trace de ce qui se passait ici. Peut-être qu'un jour, ces notes serviraient de preuve. Je me suis mis à écrire, détaillant tout ce qui s'était passé depuis la première visite de Dante avec les documents jusqu'à mon arrivée à Valsereno. Une fois terminé, j'ai caché le carnet entre les pages du livre et je l'ai déposé au fond de ma valise. À 22 heures, les lumières principales se sont éteintes automatiquement, ne laissant qu'une petite veilleuse. Je me suis allongé, mais je savais que je ne pourrais pas dormir. Mon esprit repassait les événements récents, cherchant une issue, un espoir. Au milieu de mes réflexions, j'ai entendu frapper doucement à la porte. Je me suis levé prudemment et j'ai ouvert. C'était Miguel, le jeune assistant qui m'avait conduit à la salle à manger.
Monsieur Montverde, murmura-t-il, j'ai quelque chose pour toi. Il me tendit un petit objet que je reconnus comme un téléphone portable classique et démodé. Qu'est-ce que c'est? Un téléphone jetable. Il n'a pas Internet, juste les appels et les SMS de base. Madame Carmen m'a demandé de te le donner. Elle a dit que tu devrais contacter ton avocat. Je le regardai avec surprise. Pourquoi nous aides-tu? Miguel regarda le couloir de haut en bas avant de répondre. Ma grand-mère aussi était dans un endroit comme celui-ci. Elle a été hospitalisée contre son gré. À sa mort, nous avons découvert qu'elle avait été droguée pendant des mois, tandis que sa maison et ses économies avaient disparu. Je suis tellement désolé. Je travaille ici pour aider ceux que je peux. Tous les employés ne sont pas d'accord avec ce que fait le docteur Navarro, mais nous avons besoin de ces emplois. Il a pointé le téléphone du doigt. Sa batterie a une autonomie de quelques jours. Utilisez-le avec précaution, seulement lorsque vous êtes sûr que personne ne vous observe. Et après chaque utilisation, cachez-le soigneusement. Il vérifie régulièrement les chambres. Merci, Miguel. Je ne sais pas comment vous remercier. Promets-moi juste qu'en sortant d'ici, tu feras quelque chose pour mettre fin à ce qui se passe ici. Je te le promets. Sur ces mots, Miguel a traversé le couloir en silence. J'ai fermé la porte et examiné le téléphone. C'était un ancien modèle, mais il fonctionnait. Il avait le numéro de Tadeo mémorisé, donc je n'avais pas besoin de mon carnet d'adresses. J'ai jeté un coup d'œil vers la porte, inquiet d'éventuels observateurs, mais il n'y avait ni fissure ni caméra visible. Je suis quand même allé aux toilettes et j'ai fermé la porte avant de passer l'appel. Le téléphone de Tadeo a sonné 3 fois avant que je réponde. Bonjour, Tadeo. C'est Gaël. J'ai parlé à voix basse. Gaël, comment vas-tu? Où as-tu trouvé un téléphone? C'est compliqué. Écoute, je n'ai pas beaucoup de temps. C'est pire que prévu. Val Sereno est quasiment une prison. Ils s'entendent avec les familles pour garder les personnes âgées enfermées pendant qu'ils saisissent leurs biens. Je m'en doutais. J'ai enquêté et découvert plusieurs cas similaires, mais ils sont toujours classés sans suite faute de preuves. La voix de Tadeo était tendue. Gaël, je m'efforce de te faire sortir de là. J'ai déposé une requête en urgence auprès d'un autre juge, mais Dante et son avocat s'y opposent. Ils disent que ton état mental est grave et que tu as besoin de soins immédiats. C'est un mensonge. Je suis parfaitement lucide. Je le sais, mon ami, mais ils ont des rapports médicaux qui disent le contraire. Des rapports falsifiés. Le gérant de cet endroit, Navarro, est dans le métier. Il y a d'autres personnes ici dans ma situation. Il nous faut des preuves, Gaël. Aucune preuve solide. C'est ta parole contre celle des médecins. De quel genre de preuves as-tu besoin? Des enregistrements, des documents internes, des témoignages d'employés. Quelque chose pour prouver qu'ils sont faux. Diagnostiquer des patients ou administrer des médicaments inutiles. J'ai pensé à Miguel et Carmen. Peut-être pourriez-vous m'aider à obtenir des preuves. J'essaierai. Avez-vous réussi à contacter Itzel? Je m'inquiète pour elle. Il y avait un silence à l'autre bout du fil. C'est compliqué, Gaël. Dante et Gimna la maintiennent pratiquement au secret. Mais j'ai réussi à lui parler brièvement cet après-midi. Elle a hâte de vous voir. Ils lui ont dit où je suis, que vous êtes en cure de santé sur recommandation médicale, que vous avez besoin d'une pause loin des pressions du quotidien. Des mensonges comme tout le reste. J'ai pris une grande inspiration, maîtrisant mon indignation. Tadeo, il y a autre chose que vous devez savoir. Dante et Gimna ont de graves problèmes financiers. Itzel m'a dit qu'ils sont criblés de dettes, c'est pourquoi ils veulent mes propriétés. Cela explique l'urgence avec laquelle ils agissent. Gaël, j'ai une audience après-demain avec le juge Montano. Il est incorruptible et très strict sur le respect des procédures. Si nous parvenons à soulever ne serait-ce que l'ombre d'un doute sur la légitimité de votre internement, il pourrait ordonner une expertise indépendante. Après-demain, il sera peut-être trop tard. Il soigne les résidents pour les déstabiliser. Une femme ici, une ancienne enseignante, est presque un zombie à force de se plaindre. Tiens bon, mon pote. Ne prends aucun médicament si tu peux. Garde l'esprit clair. Je viendrai te voir après-demain, après l'audience. En attendant, essaie de rassembler toutes les preuves possibles. Je le ferai. Et Tadeo, si tu parles à Itzel, dis-lui que je vais bien et que je l'aime. Je le lui dirai. Fais attention, Gaël. Ne fais confiance à personne là-dedans. Je le sais déjà. À bientôt. J'ai raccroché et éteint mon téléphone pour économiser la batterie. Je l'ai caché dans la tête d'oreiller, faisant une petite incision dans la couture, que j'ai ensuite refermée du mieux que j'ai pu. J'ai peu dormi cette nuit-là. Mon esprit s'emballait,
cherchant comment obtenir les preuves dont Tadeo avait besoin. J'ai aussi pensé à Itzel. Seule dans cette maison avec Dante et Gymna, il ferait pression sur elle aussi. La menacerait-il pour la réduire au silence? Le lendemain matin, une autre aide-soignante est venue me chercher pour le petit déjeuner. Dans la salle à manger, j'ai cherché Carmen, mais je ne l'ai vue nulle part. Exé Valdez non plus. Je suis resté assise seule, observant les alentours, étudiant les routines et le personnel. Après le petit déjeuner, on m'a conduite dans une pièce où m'attendait un jeune homme en blouse blanche. « Bonjour, monsieur Monteverde. Je suis le docteur Ramirez, le psychologue du centre. Nous allons effectuer des tests cognitifs ce matin. Pendant les 2 heures qui ont suivi, j'ai subi différents tests. Mémoire, raisonnement, perception visuelle, compréhension verbale. J'ai répondu du mieux que j'ai pu, démontrant que mes facultés mentales étaient intactes. Je pouvais lire la frustration grandissante sur le visage du psychologue. Eh bien, monsieur Monteverde, vos résultats sont intéressants. J'aimerais maintenant parler de votre relation avec votre famille. Que voulez-vous savoir exactement? Votre fils mentionne que vous avez été hostile envers lui et sa femme ces derniers temps, que vous les avez accusés d'avoir tenté de le voler. Ce n'est pas une accusation, c'est un fait. Ils ont essayé de me faire signer des documents vous transférant ma propriété. Quand j'ai refusé, mon fils m'a frappé devant une douzaine de témoins. Le docteur Ramirez a noté quelque chose dans son carnet. Il pensait qu'il interprétait peut-être mal les intentions de son fils. Peut-être voulait-il simplement l'aider à gérer ses affaires. Docteur Ramirez, je suis parfaitement capable de gérer mes propres affaires. Ma librairie est rentable. Ma maison est payée. Je n'ai aucune dette. Mon fils, en revanche, est endetté à cause d'un train de vie qu'il ne peut pas se permettre. Comment le savez-vous? Ma petite fille me l'a dit. Elle a entendu ses parents se disputer à propos de dettes, de cartes de crédit refusées, de prêts hypothécaires impayés. Je comprends. D'autres notes. Et ne pensez-vous pas qu'il serait dangereux pour vous de vivre seul à votre âge en cas de chute, de problème médical soudain? J'ai 67 ans, docteur. Non, 97. Je suis en bonne forme physique, je marche tous les jours, je lis sans difficulté, je gère une entreprise. Je n'ai pas besoin d'une surveillance constante. La séance s'est poursuivie ainsi, la psychologue essayant de me faire admettre certains problèmes. Incapacité ou confusion, et moi réfutant chaque insinuation avec des faits clairs et des réponses lucides. Finalement, elle sembla abandonner. Bon, monsieur Monteverde, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retourner dans votre chambre jusqu'à l'heure du déjeuner. De retour dans ma chambre, je fus surpris de trouver Carmen qui m'attendait dans le couloir. Vite, entrez, murmura-t-elle à mon approche. Il faut qu'on parle. Je la suivis jusqu'à ma chambre et fermai la porte. Où étiez-vous au petit déjeuner? Demandai-je. J'ai eu une séance spéciale avec Navarro. Son expression était sombre. Il soupçonne quelque chose. Ils ont vu qu'on avait trop parlé au dîner. Vous ont-ils fait mal? Non, physiquement, mais ils m'ont menacé. Ils ont dit que si je continuais à contrarier les nouveaux résidents, ils me transféreraient aux soins intensifs. Elle marqua une pause. C'est là qu'ils enferment ceux qui résistent trop. Plus de médicaments, moins de liberté. Je suis désolé, je ne voulais pas vous causer d'ennui. Ce n'est pas ta faute. Carmen regarda par la fenêtre. Miguel m'a dit qu'il lui avait donné le téléphone. Elle a pu contacter son avocat. Oui, il essaie de me faire sortir d'ici, mais il a besoin de preuves. C'est pour ça que je suis venu. Carmen sortit un petit objet de sa poche. C'était une clé USB. Valdez reçut ceci. Un des greffiers lui devait une faveur de l'époque où il était juge. Ce sont des copies de dossiers internes. J'ai pris la clé, les mains tremblantes. Que contient-elle exactement? Des instructions du docteur Navarro au psychiatre sur la façon de diagnostiquer certains patients indépendamment de leurs véritables symptômes, des dossiers de médicaments qui ne correspondent pas aux diagnostics officiels, et surtout, une liste de paiements spéciaux effectués par des proches de résidents, dont son fils. Dante a payé pour me garder ici. Carmen hocha la tête. Une somme considérable. Tout est là. Nous ne savons pas si ce sera une preuve juridique suffisante, mais c'est un début. C'est plus que ce à quoi je m'attendais. Merci, Carmen. Et merci aussi à monsieur Valdez. Je le ferai, mais vous devriez faire attention s'il trouve ceci en votre possession. Sa voix s'éteignit, mais le message était clair. Je vais bien le cacher. Mon avocat viendra après-demain. Je te le donne. Puis, Carmen se dirigea vers la porte. Une dernière chose. Les visites ont lieu dans la salle commune, sous surveillance. Il sera difficile de confier quelque chose à votre avocat sans être remarqué. Je trouverai bien un moyen.
Après le départ de Carmen, j'ai examiné la clé USB. Elle était petite, environ la taille de mon pouce. Il me fallait une cachette sûre, qui puisse résister aux inspections de routine, mais qui me permettrait d'y accéder quand Tadeo viendrait. Finalement, j'ai décidé de la cacher dans le cadre photo d'Amelia. J'ai soigneusement séparé le support du cadre et placé la clé USB entre la photo et le support cartonné avant de refermer le tout. Personne ne soupçonnerait qu'il s'agissait d'un simple souvenir sentimental. Le reste de la journée s'est déroulé selon la routine monotone de Val Sereno. Déjeuner, séance de thérapie de groupe qui ressemblait davantage à un cercle de lecture supervisé, temps libre dans les jardins toujours surveillés. Et enfin, dîner. Pendant le dîner, je me suis retrouvé avec Carmen et Monsieur Valdez. Madame Montero n'était pas présente. Ils l'ont transférée cet après-midi, expliqua doucement Valdez lorsque je lui demandai de ses nouvelles. Son fils est venu lui rendre visite, et elle a essayé de lui raconter ce qui se passe réellement ici. Ils l'ont emmenée en soins intensifs immédiatement après. On ne peut rien faire pour elle. Pas d'ici. Valdez semblait abattu. Mais si tu peux sortir avec ces preuves, on aura peut-être tous une chance. Ce soir-là, après l'extinction des feux, je sortis le téléphone de sa cachette et rappelai Tadeo. « J'ai quelque chose », dis-je sans préambule lorsqu'il répondit. « Une clé USB contenant des documents internes qui prouvent ce qui se passe ici. Des instructions pour falsifier des diagnostics, des dossiers de médicaments falsifiés et une liste de paiements spéciaux, dont un pour Dante. C'est exactement ce qu'il nous faut. » La voix de Tadeo sonna pleine d'espoir pour la première fois. « Comment vas-tu me l'apporter ? C'est là le problème. Les visites sont surveillées dans une salle commune. Ils nous surveilleront. Il doit bien y avoir un moyen. Et dans les toilettes ? Je ne pense pas qu'ils me laisseront partir pendant la visite, et ils ne nous laisseront probablement pas partir ensemble. » Il y eut un silence pendant que nous réfléchissions tous les deux. Finalement, Tadeo prit la parole. « Des câlins. Quand nous nous saluerons et nous dirons au revoir, nous nous embrasserons. Tu peux me la passer pendant l'accolade. Ça pourrait marcher, mais ce serait risqué. S'il nous voit, c'est un risque que nous devons prendre. Cette clé USB pourrait être la clé pour te sortir de là et révéler toute cette machination. D'accord ? On va essayer. J'ai changé de sujet. As-tu eu des nouvelles d'Itzel ? Oui. Et ce ne sont pas de bonnes nouvelles. Dante a entamé les démarches pour vendre ta maison et la librairie. Il a déjà un acheteur intéressé. J'ai eu froid dans le dos. Il ne peut pas faire ça. Il n'a aucun pouvoir légal sur mes biens. Il a présenté ton placement en institution comme preuve de ton incapacité et a demandé la tutelle temporaire de tes biens pour couvrir les frais de ton traitement. Le juge Suarez, celui-là même qui a signé votre ordonnance d'évaluation, l'a accordé provisoirement. Mon Dieu, tout se déroule exactement comme prévu. Ne désespère pas, Gaël. La tutelle est provisoire, en attendant une évaluation plus approfondie de ton état. Si nous pouvons prouver que tu es parfaitement capable et que ton placement était frauduleux, tout sera annulé. Et l'audience d'après-demain est toujours en cours. Le juge Montano examinera le dossier à 10 heures. Ensuite, je viendrai directement te voir. J'arriverai probablement vers 13 ou 14 heures. Je t'attendrai. Et Tadeo, merci pour tout ça. Ne me remercie pas encore. Garde tes forces pour la suite. Après avoir raccroché, j'ai caché le téléphone et je suis allé me coucher. Même si je savais que le sommeil mettrait du temps à venir, j'ai repensé à tout ce qui s'était passé depuis la première visite de Dante avec les documents jusqu'à ce moment, enfermé dans un hôpital psychiatrique contre ma volonté, tandis que mon fils prenait le contrôle de tout ce que j'avais construit dans ma vie. J'ai pensé à Amelia, à ce qu'elle aurait dit de tout cela. Elle avait toujours été meilleure juge de caractère que moi. Elle avait remarqué les premiers signes de l'avarice de Dante, sa fascination pour les biens matériels, son désir de paraître plus qu'il n'était réellement. J'avais attribué cela à une ambition juvénile, à un désir d'exceller. Comme j'avais tort. Le lendemain fut une répétition du précédent. D'autres tests, d'autres entretiens, d'autres tentatives pour me faire paraître confus ou paranoïaque, mais cette fois, j'étais préparé. J'ai répondu calmement et clairement, sans manifester ni anxiété ni peur. Dans l'après-midi, le docteur Navarro m'a convoqué dans son bureau. C'était un espace élégant avec des diplômes encadrés au mur et une vue imprenable sur les jardins. Monsieur Monteverde, j'ai lu vos rapports d'évaluation préliminaires. Son ton était professionnel, mais froid. Il y a quelques incohérences que j'aimerais clarifier. De quelles incohérences s'agit-il ? Vos tests cognitifs montrent des résultats normaux pour votre âge, voire supérieurs dans certains domaines. Cependant, votre comportement, tel que rapporté par votre famille, indique une déficience significative. Peut-être parce qu'il n'y a pas de handicap, docteur. Peut-être que ma famille ment. Pourquoi ferait-il ça ?
Pour de l'argent. Mon fils est endetté et veut ma propriété. Navarro sourit légèrement. Voilà cette paranoïa dont votre fils a encore parlé. Ces accusations sans fondement. Elles ne sont pas sans fondement. Mon avocat a la preuve de vos problèmes financiers. Votre avocat. Navarro a consulté des documents. Ah oui, Monsieur Quiroz viendra demain, je crois savoir. C'est exact, M. Monteverde. Je dois vous prévenir que les visites ici sont un privilège, pas un droit. Si nous jugeons qu'une visite nuit à votre traitement, nous pouvons la restreindre. La menace était claire. Êtes-vous en train de dire que je pourrais vous empêcher de voir mon avocat? Je dis que votre comportement déterminera si vous êtes apte à recevoir des visites. Si vous devenez agité, paranoïaque ou agressif, notre protocole exige que vous soyez isolé pour votre bien. J'ai compris le message. Si je causais des ennuis, je serais empêché de voir Tadeo. Je suis parfaitement calme, docteur, et j'espère le rester demain pour recevoir mon avocat. Excellent. Navarro sourit, mais son regard resta froid. J'aimerais aborder un autre sujet. Nous avons remarqué que vous ne prenez pas vos médicaments. Mon cœur a fait un bond. Je ne sais pas à quoi vous faites allusion. S'il vous plaît, Monsieur Monteverde, n'insultez pas mon intelligence. Les infirmières ont trouvé des comprimés cachés dans votre chambre. Non seulement cela enfreint notre règlement, mais cela compromet votre traitement. C'était un mensonge. J'avais été extrêmement prudent avec les comprimés que je prétendais prendre. Mais j'ai compris ce qu'il faisait. Il essayait de justifier une augmentation de ma dose ou un changement dans ma façon de l'administrer. Il doit y avoir une erreur. Je prends tout ce qui m'a été prescrit à partir de ce soir, par mesure de sécurité. Le médicament sera administré sous forme liquide. Ce sera plus facile à prendre. Son sourire s'élargit légèrement, savourant sa victoire. Un médicament liquide, impossible à cacher sous la langue ou à recracher discrètement. Si vous y croyez vraiment, docteur. C'est vrai, croyez-moi. Vous pouvez maintenant reprendre vos activités habituelles. Demain, nous poursuivrons votre évaluation. J'ai quitté son bureau, abattu. Navarro avait intensifié ses efforts, anticipant mes actions. S'il me droguait ce soir, je serais désorienté lors de la visite de Tadeo demain, incapable d'expliquer ma situation de manière cohérente ou de lui remettre la clé USB. Il me fallait un nouveau plan, et vite. Pendant le dîner, j'ai réussi à retrouver Carmen et Valdés. Je leur ai parlé discrètement du médicament liquide. C'était prévisible, a convenu Valdés. Ils le font à tous ceux qui font preuve d'une trop grande lucidité. Y a-t-il un moyen de contourner cela? Carmen regarda autour d'elle avant de répondre. Miguel sera de garde ce soir. Peut-être pourra-t-il m'aider. C'est risqué de lui demander d'autres services. Il s'est déjà suffisamment exposé avec le téléphone. Vous n'avez pas le choix, Monsieur Monteverde, a insisté Valdés. Si vous prenez ce médicament, demain vous serez trop désorienté pour vous aider, vous ou l'un de nous. Il avait raison. Aussi risqué que cela fût, j'avais de nouveau besoin de l'aide de Miguel. Ce soir-là, comme Navarro l'avait annoncé, une infirmière arriva avec un petit verre de liquide clair au lieu des comprimés habituels. Votre médicament, Monsieur Monteverde. Elle sourit gentiment, mais ses yeux étaient attentifs, observant chacun de ses mouvements. Je pris le verre et le portai à mes lèvres, faisant semblant de boire en gardant les lèvres fermées, mais elle ne bougea pas. J'ai besoin de la voir avaler, monsieur. Les ordres du docteur Navarro. J'étais pris au piège. Impossible de faire semblant. Je portai lentement le verre à mes lèvres et pris une petite gorgée, le gardant en bouche. Tout, s'il vous plaît. Son sourire avait disparu, remplacé par une fermeté professionnelle. Je n'avais pas le choix. J'avalai le liquide, le sentant couler dans ma gorge. Très bien, reposez-vous, Monsieur Monteverde. Demain sera un nouveau jour. Lorsqu'elle partit, je me redressai dans mon lit, désespéré. J'en sentais déjà les effets commencer à se manifester. Un léger vertige, une sensation de lourdeur à l'aube. Je serais exactement comme il le souhaitait, confuse, désorientée, incapable de me défendre, à moins qu'un léger coup à la porte ne vienne interrompre mes pensées. C'était Miguel. Monsieur Monteverde, murmura Madame Carmen. Il m'a parlé du médicament liquide. C'est trop tard. Ils me l'ont donné et j'ai dû le prendre. Je sais, mais j'ai apporté ceci. Il m'a tendu un petit flacon. C'est un anesthésiant. Ça va faire vomir. Ce n'est pas agréable, mais ça éliminera une bonne partie du médicament si vous le prenez tout de suite. J'ai regardé le flacon avec surprise. Où avez-vous trouvé ça? Mieux vaut ne pas demander. Prenez-le vite avant que le médicament ne fasse pleinement effet et allez aux toilettes. Bien sûr. Merci, Miguel. Je ne sais pas comment vous remercier.
Vous me le rendrez en sortant d'ici et en révélant ce qui se passe ici. Il se tourna pour partir. Autre chose. Je ne serai pas de service demain pendant les visites. Ils ont changé mon service à la dernière minute. Pensez-vous qu'ils vous soupçonnent? C'est possible. Soyez prudents demain avec la clé USB. Ils seront plus vigilants que jamais. Après le départ de Miguel, je suis allé directement aux toilettes et j'ai pris l'anesthésiant. Les 20 minutes suivantes ont été extrêmement désagréables, mais à la fin, je me sentais plus lucide. Le vertige initial s'était estompé. Je me suis lavé le visage à l'eau froide et je suis retourné me coucher. J'avais besoin de me reposer autant que possible pour être alerte demain. Ma rencontre avec Tadeo pourrait être ma seule chance de m'échapper de cet endroit et de reprendre ma vie en main. En m'endormant, j'ai pensé à Itzel, à son courage à me mettre en garde, à son amour inconditionnel. J'ai pensé à Amelia, à ce qu'elle aurait fait à ma place, et j'ai pensé à Dante, au garçon qu'elle avait élevé avec tant d'amour, devenu un homme capable d'enfermer son propre père par cupidité. Demain serait le jour décisif. Soit je réussissais à donner la clé USB à Tadeo et il utilisait cette preuve pour me libérer, soit je pouvais passer le reste de mes jours enfermé à Valsereno, à regarder mon esprit se dégrader lentement sous l'effet de médicaments inutiles. Cette pensée terrifiante m'a fait sombrer dans un sommeil agité, peuplé de cauchemars, où je courais à travers d'interminables couloirs, poursuivi par des ombres au visage de mon fils et du docteur Navarro. Le lendemain, Tadeo est venu me rendre visite avec Dante et le docteur Navarro. Pendant notre étreinte, je lui ai discrètement passé la clé USB cachée dans le cadre photo d'Amelia. « Tu dois partir avec Dante maintenant », m'a murmuré Tadeo. « Le capitaine Vega est prêt. » Chez Dante, j'ai eu la surprise de trouver Itzel. Peu après, la police est arrivée. Dante Monteverde est en état d'arrestation pour fraude et maltraitance envers une personne âgée, a annoncé le capitaine Vega tandis que Tadeo lui montrait la preuve de la clé USB. 3 mois plus tard, Dante purgeait une réduction de peine que j'avais demandée pour protéger Itzel du traumatisme d'un long procès. Ma petite fille vivait désormais avec moi. Val Sereno avait été fermé, et j'avais récupéré ma maison et ma librairie. Grand-mère serait heureuse de nous voir ensemble, m'a dit Itzel un soir, alors que nous contemplions les roses du jardin. Elle disait toujours que la famille, ce n'est pas seulement celle qui partage le sang, mais aussi celle qui partage le cœur. Dante avait essayé de tout me prendre, mais au final, c'est moi qui ai eu le dernier mot. Si mon histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à cette chaîne. Votre soutien m'encourage à continuer de partager les expériences qui ont façonné ma vie. Avez-vous vécu une expérience similaire ou connaissez-vous quelqu'un qui a vécu cela? Racontez-le-moi dans les commentaires. Votre histoire pourrait aider d'autres personnes qui traversent la même épreuve.